Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La pensée économique libérale dominante, impulsée par la théorie de la main invisible d'Adam Smith, la fonction de production de Cobb Douglas, la maximisation du profit financier, est un modèle d'enrichissement individuel qui a dérapé de son fondement éthique, du fait du règne de la cupidité et de l'égoïsme qui alimente la prédation. Ce modèle d'organisation des activités économiques a favorisé l'expansion de la pauvreté sur la Terre, au lieu du bonheur pour tous, le réchauffement climatique et les catastrophes écologiques, au lieu de la régénération des écosystèmes naturels, le chômage et les inégalités entre pays et entre individus dans un même pays, au lieu de la solidarité et du plein emploi. En plus, l'accroissement sensible de l'empreinte écologique ainsi que les régulations complexes du commerce sont autant des facteurs qui démontrent la crise irrémédiable du modèle d'enrichissement individuel véhiculé par la doctrine libérale. Il s'agit là de la face visible des externalités négatives du systémique a pour seule finalité le gain financier du capitaliste à l'horizon court terme. Tous ces faits résultent des modes de production et de consommation capitalistes moins préoccupés par l'équilibre écologique et dont le fonctionnement fortifie la pollution de l'environnement et entrave la régénération des écosystèmes naturels. En effet, le rapport entre l'économie classique et la nature semble encore et toujours dominé par un désir d'exploitation mêlé d'ignorance et de pulsions destructrices, l'environnement et les ressources humaines apparaissant comme des ressources quantifiables et payables au prix du marché. Ainsi notre civilisation, embourbée dans une crise éthico-économique, prépare son requiem. Le changement climatique et la disparition de la biodiversité montrent bien l'impasse de notre façon de faire et de vivre ensemble. Au point où nous en sommes, l'urgence et la nécessité d'un changement presque radical dans le comportement de l'humanité est irréversible, parce que les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elle ne s'accompagne d'un authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre l'homme. Un grand fait fausse présentement toute la civilisation humaine. L'état social commun dépend de la marche du capitalisme, alors que les notions qui subsistent d'intellectualité et de morale, venant des sociétés anciennes, n'ont pas de prise sur le capitalisme. Pour retrouver l'assurance, l'écologie qui donne un sens à l'économie et remet l'homme à sa juste place, c'est-à-dire le considère comme faisant partie de la nature, doit apporter sa contribution. Cela à travers l'enseignement de l'éthique de l'environnement et de l'éducation au développement durable, au profit de tous les acteurs. Il en résulte que la survie de l'humanité tient à la mise en œuvre d'un développement endogène propre, résultant de l'application d'une approche confortant l'enrichissement collectif, sous-tendue par une nouvelle pensée économique alliant l'économie et l'écologie. Cela signifie que dans tout ce que l'on fait pour créer la richesse ou pour satisfaire un quelconque besoin, l'on devrait joindre le calcul du bénéfice et l'utilité pour la société. Il s'agit là de la gestion éco-économique. Le développement devient, dans ces conditions, un processus amorcé et entretenu de l'intérieur même du pays, en tenant compte du potentiel des ressources naturelles et humaines locales et en définissant le contour précis des intérêts nationaux en jeu. L'itinéraire de la marche vers ce genre de progrès est fixé de nos jours en 3 axes. Le développement durable comme la philosophie économique ou la pensée dominante, l'économie verte comme la pratique du développement durable et la croissance verte comme la synthèse des résultats. S'insérer dans cette nouvelle approche, c'est fixer ses choix stratégiques à la jonction entre l'économie et l'écologie, où la durabilité oppose son veto aux politiques libérales prédatrices. À la lumière de ce qui précède, cet ouvrage contribue aux efforts de codification du nouveau savoir, et pose également les bases de réflexion sur l'application des postulats opérationnels de l'économie verte, dont les articulations sont différentes de l'économie libérale brune, fondée sur des certitudes mécaniques très contestées de nos jours, car située loin de la jonction entre l'écologie et l'économie, comme Homo economicus, le PIB, la rentabilité financière maximale, la gouvernance antisociale et la destruction des écosystèmes naturels. Ce savoir innovant soutient l'interventionnisme de l'État, le calcul du PIB vert et du bilan écologique de l'entreprise, qui sont de nouveaux outils d'évaluation de la richesse produite,
après avoir enregistré en comptabilité toutes les externalités négatives que les acteurs mettent naturellement sur le dos de la société et des générations à venir. Ce qui est remarquable dans cette nouvelle vision de développement, c'est que lorsqu'un agent économique trouve des solutions à ses problèmes de croissance ou de compétitivité, il devrait s'assurer qu'il rend des services écologiquement viables aux générations présentes, sans nuire aux intérêts des générations futures. Donc, le développement durable devrait entrer au cœur du business plan de l'entreprise et des politiques publiques de l'État, pendant que le citoyen formé devrait transformer ses actions quotidiennes en éco-gestes, en vue de favoriser la réalisation d'une croissance verte. En effet, considérant l'historique du développement durable, allant de la définition du concept investissement éthique par l'Église catholique en 1920 aux États-Unis, en passant par le rapport BRUNDLAND de 1987, le protocole de Kyoto, élaboré en 1997, la création du marché carbone par la Banque mondiale en 2000 et la Grande Messe mondiale sur le climat, la COP 21, tenue à Paris en décembre 2015, il ne se fait plus l'ombre d'aucun doute que l'homme a compris qu'il a plus le droit de perpétuer ses stratégies prédatrices, au risque de sonner le glas de notre civilisation basée sur plus des technologies polluantes et moins de préoccupations pour le sort de la maison commune, la nature. L'histoire renseigne que l'ignorance de l'environnement liée à l'anthropocentrisme de l'homme a causé la disparition de la civilisation maya aux USA entre les années 790 et 910. Les Mayas, sans en savoir au préalable les conséquences, ont coupé les arbres jusqu'au sommet des collines pour leur construction, eux qui pratiquaient la culture intensive du maïs dans les vallées. La déforestation qui en résulta avait libéré les terres acides qui avaient contaminé les vallées fertiles, tout en affectant le régime des pluies. Finalement, c'est 5 millions d'habitants affamés qui quittent les plaines du Sud, abandonnant les cités, villages et maisons. Ainsi, à travers la présente livraison, nous apportons notre contribution au bannissement par tous les acteurs des mécanismes de l'économie brune, en mettant à l'honneur le nouveau savoir sur l'économie verte par la réintégration de la contrainte écologique dans la gestion des organisations. Il ne s'agit nullement de détruire la construction doctrinale libérale, qui a accéléré la création des richesses et l'innovation technologique, mais plutôt de faire en sorte que l'efficacité économique ne se réalise aux dépens du bien-être social et de la régénération des écosystèmes naturels. Il faudrait amender la philosophie du capitalisme sauvage, par la définition des mécanismes favorisant la restauration du fondement éthique, longtemps ébranlé, dans les modes de production, de distribution et de consommation. Cela est d'autant vrai que la dynamique de la poursuite du gain individuel dans le processus de création des richesses au sein d'une collectivité ne peut pas être contredite, quand bien même il faut lutter contre le comportement dérapant de l'homme, paradis fiscaux, consommation de luxe, guerre et désordre politique. En effet, seul le bénéfice permet le maintien et le développement de l'activité économique, la croissance du bien-être et de l'emploi, la multiplication des activités des loisirs, des jeux, de la culture, de l'administration. Ainsi dit, le présent ouvrage comprend 2 parties. La première partie traite des déterminants, ou en d'autres termes, les préalables de la croissance verte. Elle comprend 3 chapitres. L'éthique de l'environnement, le développement durable et l'économie verte. Il s'agit, dans le chapitre 1er, intitulé Éthique de l'environnement, de démontrer comment le mal développement est causé par la perte des valeurs morales qui devraient reconquérir en vue du changement du modèle de développement. Il vise à comprendre les problèmes écolo-économiques de notre temps, expliquer pourquoi l'homme devient incapable de maintenir un environnement sain et d'établir la relation entre l'économie et la morale, d'une part, et d'exposer le contenu de l'éthique de l'environnement, ses caractéristiques, les conditions de sa mise en œuvre et le problème de l'économiste gestionnaire, d'autre part. L'objectif étant de convaincre l'homme d'abandonner la prédation de manière à privilégier la régénération des ressources, point d'ancrage de la vision de développement durable. Le 2e chapitre expose la vision pouvant permettre la réalisation de la croissance verte. Avant d'analyser les enjeux, les objectifs, les principes et les indicateurs du développement durable, le 2e chapitre consacré au développement durable expose la différence entre le développement durable et le mal développement,
et il se termine par l'historique du développement durable. Il est ici question d'établir le fait que le développement durable est une approche évolutive et non révolutionnaire de la manière dont les hommes conçoivent leur vivre ensemble, en considérant les défis auxquels ils doivent faire face. Le troisième chapitre, qui aborde l'économie verte, définit le cadre opérationnel d'une vision d'enrichissement collectif. Il commence par établir la différence entre l'économie verte et l'économie brune ou linéaire, définit l'économie verte et expose ses 6 principes et ses 3 outils. Cette matière se destine à familiariser les opérateurs économiques avec les nouvelles considérations techniques, permettant de mesurer l'enracinement des stratégies dans la nouvelle vision. Étant donné que le progrès soutenu à long terme ne s'obtient pas au hasard, mais s'organise et s'articule à travers un modèle, la deuxième partie décrit le modèle de croissance verte, qui comprend aussi 3 chapitres. Le chapitre 4 schématise la GIEPEN à travers les sections ci-après. Définition de la croissance verte, croissance et environnement, stratégie de croissance verte, et enfin les composantes du modèle, variables, concepts clés, hypothèses et indicateurs d'évaluation des résultats. L'objectif ici est d'opérationnaliser la vision d'enrichissement collectif. Rien de durable ne peut être acquis à la suite des actions menées au jour le jour. S'il ne s'improvise pas, le progrès doit être voulu et planifié. Ainsi, le chapitre 5 décrit les composantes du programme de développement durable et propre. Il comprend 3 sections: les préalables et objectifs, les domaines transversaux et les piliers de développement durable. Les opérateurs économiques apprennent dès lors que la navigation à vue et l'intuition ne sont pas profitables dans le choix des priorités. L'expérimentation des théories et modèles sur terrain est l'aboutissement de toute recherche en sciences de gestion. C'est pourquoi le 6e chapitre résume l'état de la GIEPEN en RD Congo, à travers les points ci-après. Rappel des principes de l'évaluation de la GIEPEN et de la méthodologie utilisée. La GIEPEN à la REGIDESO et à la BA. Évaluation des variables du modèle d'intégration et de développement des entreprises, évaluation des variables du modèle de croissance verte, évaluation des concepts et hypothèses de la GIEPEN, profil anti-modèle de l'économie congolaise. Nous avons ainsi mesuré la distance qui sépare la RD Congo de la gestion éco-économique. Première partie, les DETERMINANTS de la croissance verte. Chapitre 1. ETHIQE de l'environnement. 1.1. Rôle de la BIODIVERSITE. 1.1. Définition de l'environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. Mais pour faciliter la compréhension, dans cet ouvrage, nous définissons l'environnement comme l'ensemble des écosystèmes naturels, en considérant qu'un écosystème est un complexe dynamique formé de communautés des plantes, d'animaux et de micro-organiques et de leur environnement non vivant qui par leur interaction forment une unité fonctionnelle. Ces écosystèmes naturels qui constituent les bases de la vie doivent faire l'objet d'une concertation, voire d'une production, afin de sauvegarder la qualité de la vie sur la Terre. Avec l'industrialisation, l'intensification de l'agriculture et l'accroissement de la population, la biodiversité est sérieusement menacée. Les modifications des écosystèmes se produisent rapidement et à grande échelle, de telle sorte que ni la flore ni la faune originelle ne peuvent plus réagir de manière adéquate. La protection de la biodiversité devient une activité vitale pour garantir une meilleure vie sur la Terre. Ainsi, la réponse à la question de savoir ce qui peut être protégé pourrait sans autre hésitation être tout, CAD, toute la biodiversité ou l'ensemble d'écosystèmes naturels. La protection de l'environnement peut commencer par l'espèce. Mais cette approche revêt le caractère d'une intervention d'urgence. Une intervention au niveau des écosystèmes, dans lesquels des communautés entières d'espèces peuvent être protégées, est plus efficace. La protection effective d'un habitat peut permettre d'éviter que les espèces qui y vivent se raréfient et finissent par disparaître.
En protégeant des communautés entières, on peut éviter que par la disparition d'une espèce, l'existence d'autres espèces soit menacée à cause de leur interdépendance. Cette protection de l'environnement va se faire par le recyclage des déchets et des eaux usées, l'utilisation des énergies renouvelables et des technologies vertes, l'implantation d'investissements éthiques, la lutte contre les érosions, la déforestation, le recours à des méthodes non polluantes et moins destructrices de l'environnement dans les activités de pêche, agricoles et industrielles, etc. 1.1.2 Valeur économique de la biodiversité. La grande défaillance du modèle économique libéral dominante, impulsée par la théorie de la main invisible d'Adam Smith, c'est d'avoir assimilé la nature aux seuls écosystèmes marchands, qu'on peut y extraire, dont les prix sont soumis à la loi de l'offre et de la demande, le profit financier demeurant la seule finalité de l'activité humaine. Il s'agit d'un modèle d'enrichissement individuel, qui a dérapé de son fondement éthique, du fait du règne de la cupidité et de l'égoïsme. C'est aussi un système prédateur. Car ces théories pensent l'économie sans la société, en considérant la nature uniquement comme fournisseur des intrants de production, pendant qu'en plus, les écosystèmes naturels concourent à la préservation des bases naturelles de vie, l'air, l'eau, le sol, dont les prestations non marchandes ne peuvent être obtenues autrement. Les écosystèmes fournissent des services gratuits sans lesquels la vie humaine serait impensable et qui, en cas de leur disparition, devraient être fournis d'une autre manière. Ces prestations techniques de remplacement des fonctions de l'écosystème ont leur prix, et ce dernier représente la valeur du service fourni par l'écosystème. Les services des écosystèmes les plus importants sont la régulation du cycle des gaz de la Terre, la régulation du climat, la production de biomasse, la régulation du cycle de l'eau et l'approvisionnement en eau, la formation des sols, le contrôle de l'érosion, ainsi que le maintien des cycles des nutriments et la garantie de gestion des déchets. En tout, les services de l'ensemble de la biodiversité, notamment le maintien du cycle des nutriments, la régulation et l'approvisionnement en eau, la gestion et l'épuration des eaux usées, la régulation du cycle des gaz et la régulation du climat, la protection contre l'érosion, la valeur esthétique et symbolique, représentent annuellement 33 000 milliards de dollars US. Malheureusement, ignorant leurs avantages, les modes de production et de consommation capitalistes ont accéléré la modification des écosystèmes et l'extinction de plusieurs espèces, de telle sorte que ni la faune ni la flore originelle n'ont plus la possibilité de réagir de manière adéquate. Il convient de relever que, du fait de l'accroissement sensible de l'empreinte écologique de l'homme sur la nature, la pollution des océans et les perturbations de la chimie de l'atmosphère ont atteint des proportions telles qu'il ne s'agit plus de protéger un piton rocher, un arbre ou un écosystème, mais la biosphère tout entière. 1.1.3 Importance de l'économie de cueillette dans les pays en voie de développement. Dans les pays en développement, le dualisme économique recommande plus d'attention à la préservation de la biodiversité, à cause de la prédominance des produits de cueillette dans l'économie et des paysans dans la population. Bruno Mupinganay définit l'économie de la cueillette comme les échanges portant sur les produits écologiques naturels tels que les chenilles et autres insectes comestibles, les champignons, les légumes sauvages, les fruits sauvages, les plantes médicinales, les gibiers, les poissons, le miel sauvage, etc. Il précise que bien qu'occupant environ 80% des populations des pays pauvres en général, ce secteur vital de l'économie est systématiquement ignoré. Il n'est pris nulle part en compte dans la planification nationale, ni par le dynamisme de la coopération internationale. Par conséquent, il est exposé à tous les aléas tels que les guerres civiles et d'agression, l'exploitation abusive des forêts, les incendies des brousses et des forêts, les pollutions des eaux, l'utilisation des produits chimiques dans le processus de prédation, l'émission dans l'espace des gaz chlorofluorocarbones sans oublier la vente des espaces verts et des aires protégées. Le dictionnaire universel Hachette 2010 définit l'économie de la cueillette comme l'activité consistant pour les populations ne pratiquant pas l'agriculture, à ramasser des végétaux, de petits animaux pour subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires. En réalité, le concept d'économie de la cueillette est plus large.
Elle englobe toute économie de production qui n'intègre pas la dimension de la transformation. C'est ainsi qu'on peut y inclure le ramassage d'autres richesses naturelles comme les minerais, le pétrole, le caoutchouc. Le domaine du secteur primaire de l'économie y est compté. Le moyen utilisé, la main ou la machine, n'altère en rien cette signification. Par conséquent, l'économie de la cueillette se confond avec le système de production des pays non industrialisés. Elle signifie les échanges portant essentiellement sur les richesses naturelles. Elle restera pour longtemps encore la vraie base de lancement de l'industrialisation de plusieurs pays en voie de développement. Pour la Banque mondiale, les économies tirant une bonne part de leurs revenus des ressources naturelles ne peuvent pas soutenir la croissance en substituant l'accumulation du capital physique à la détérioration du capital naturel. La dégradation de l'environnement a toutes les chances de se révéler davantage dévastatrice pour les pauvres qui dépendent fréquemment de ressources naturelles pour leurs revenus et disposent d'options très limitées quant au remplacement de cet actif par un autre. Du fait de la diminution de l'espace environnemental consécutive à la forte croissance des populations et de la concurrence internationale, les produits de la cueillette traditionnelle sont à la fois moins compétitifs et insuffisants. Dès lors, l'économie traditionnelle est donc contrainte à la modernisation, par l'introduction des méthodes modernes, capables d'allier les besoins de croissance et les objectifs de la lutte contre l'épuisement des ressources, le réchauffement de la planète, l'exaspération de la pauvreté et des inégalités. 1.1.4 Problème écolo-économique, causé par l'économie brune dans le monde. L'ignorance de l'environnement dans les stratégies de production depuis la révolution industrielle est à la base des inégalités sociales entre pays et à l'intérieur des pays, du risque d'épuisement de certaines ressources naturelles, du recyclage de la pauvreté dans plusieurs régions du monde, dont l'Afrique, et du réchauffement climatique, dont le coût varie entre 2 et 50 € par tonne de carbone émise. Malgré la grandeur de l'intervalle des estimations, soulignons que les 27 milliards de tonnes jetées dans l'atmosphère chaque année laissent clairement entrevoir l'importance de l'enjeu. Il sied de souligner le fait que la croissance rapide de la population, constatée dans les pays émergents et en développement, entraîne la surexploitation des ressources naturelles, au même titre que la surconsommation des dites ressources qui caractérisent les pays industrialisés qui, avec 20% de la population mondiale, consomment 68% d'énergie et 73% du bois récolté par exemple. Les experts en écologie sont unanimes sur le fait que si les habitants du monde adoptent le mode de vie d'un Américain moyen, l'on aurait besoin de 5,2 planètes pour subvenir aux besoins des générations présentes. En outre, les paysans convertis irrationnellement à l'économie de marché accroissent sans souci leur empreinte écologique par des pratiques nuisibles à l'environnement, chasse et pêche sauvage, agriculture sur brûlis, feux de brousse. De nos jours, des exemples des coûts cachés de l'exploitation abusive de l'environnement sont énormes et d'ordre divers, notamment la perte des terres productives au rythme de 2% l'an pour l'ensemble de la RD Congo due à l'érosion, à la pollution et à la surexploitation des écosystèmes. Au niveau mondial, en plus des problèmes énergiques, nous perdons environ 8% des terres irriguées par érosion, par sécheresse ou par salinisation. Au cours de l'année 2006, la sécheresse a réduit de 60% la production australienne de blé, Hervé Juvin 2008 sur 30. Une part importante des stocks d'eau douce est perdue, du fait de la pollution par des substances qui les rendent impropres à la consommation. L'approvisionnement en eau ne peut simplement plus suivre le rythme de la demande, avec des populations qui décollent et des villes qui explosent. Les coûts de l'eau potable augmentent considérablement. C'est l'exemple de la REGIDESO en RD Congo, qui consomme pour une unité d'eau potable produite 4 fois la quantité d'intrants requis par la norme. Et pour cause, la pollution de la rivière Njili où est implantée la station de captage dans la ville-province de Kinshasa, la capitale. En moyenne, chaque être humain avait à sa disposition 17 000 m3 d'eau par an en 1950. Cette quantité est actuellement tombée à 6 600 m3 et pourrait atteindre 4 800 m3 en 2025. Par conséquent, chaque jour, plus de 10 000 enfants de moins de 5 ans meurent à la suite des maladies contractées par l'utilisation d'eau non assainie. Cela correspond en fait à un enfant toutes les 8 secondes. On estime aussi que ces maladies d'origine hydrique
remplissent la moitié des lits des hôpitaux dans le monde. À la lumière de ce qui précède, il apparaît que plusieurs problèmes qui aggravent la pauvreté dans le monde sont de nature écologique. Paraphrasant le pape François, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une écologie superficielle ou apparente qui consolide un certain assouplissement et une joyeuse irresponsabilité, mais nous devons faire face à notre crise et prendre des décisions audacieuses. Dans ce contexte, on ne peut pas concevoir que les économistes en général, et ceux du Sud en particulier, restent en marge et négligent d'intégrer dans leurs prévisions et analyses économiques des coûts cachés induits par toute cette complication écologique que connaît le monde. 1.2. ETHIQUE de l'environnement. 1.2.1. Comment sommes-nous devenus incapables de maintenir un environnement sain? Il faut noter que la déviation provient des réflexions de l'école classique d'Adam Smith, initiateur de la théorie du libre-échange sous-tendue par l'axiome de la main invisible, et des contributions des économistes néoclassiques avec Léon Walras. Ils ont carrément relégué la question des ressources naturelles au second rang, la déconnectant même des analyses et prévisions économiques. Libérée de la contrainte écologique, la productivité devient fonction du travail et de la technologie, tandis que la croissance économique peut alors être infinie. Dès lors, l'homme renforce sa vision anthropocentrique de l'environnement et postule de dominer la nature et de lui imposer un rythme d'exploitation compatible avec ses objectifs de développement. C'est ainsi qu'avec l'avènement du capitalisme industriel, l'homme a sérieusement accru son empreinte écologique, qui est au-dessus de 120% actuellement, faisant peser de graves menaces sur la biodiversité. L'on parle alors des pollutions de toutes sortes, responsables de la rupture de l'équilibre écologique. La règle est simple, on prélève ce qui est utile de la nature et on lui rejette les déchets, même les déchets toxiques. C'est l'implantation de l'économie brune ou linéaire, qui consiste à prélever les ressources naturelles, les transformer, consommer les produits finis et enfin jeter les déchets à la nature. Dans ce modèle prédateur des ressources, c'est la décision financière chiffrée qui conclut tous les programmes dont dépend le sort des humains et de l'environnement. Le PIB règne comme l'outil principal de mesure par excellence des performances économiques d'une nation. Pourtant, cet outil présente trois graves défaillances. Il ne fournit aucun renseignement sur les dégradations de l'environnement causées par les modes de production et de consommation capitalistes. Il ne donne aucune indication sur les modalités de répartition des richesses produites au sein d'une collectivité. Il n'indique pas les lieux où les richesses produites sont consommées. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rappeler que l'économie brune ou linéaire est un modèle d'enrichissement individuel, qui a dérapé de son fondement éthique, du fait du règne de la cupidité et de l'égoïsme. C'est aussi un système prédateur, car ces théories pensent l'économie sans la société, en considérant la nature uniquement comme fournisseur des intrants de production. Pourtant, les écosystèmes naturels concourent à la préservation des bases naturelles de la vie. Purification de l'air, renouvellement du cycle d'approvisionnement en eau, enrichissement du sol. Ainsi, la dimension éthique et esthétique, normative et qualitative du développement a été sacrifiée par l'idéologie d'une croissance sauvage. Celle-ci est sous-tendue par le réductionnisme économique, la poursuite du profit immédiat, l'internalisation des profits et l'externalisation des coûts. La civilisation industrielle actuelle a provoqué la crise écologique, qui se manifeste par trois facteurs importants, à savoir la pollution environnementale, pollution de l'eau et des sols de l'atmosphère, la pollution toxique et chimique et celle due aux déchets solides, la pénurie des ressources, en énergie, terres cultivables, minéraux et eau douce, et les déséquilibres écologiques, déforestation rapide et diminution de la biodiversité, expansion démographique rapide et désertification à l'échelle mondiale. Les perspectives inquiétantes dues à cette situation soulèvent beaucoup de préoccupations pour la survie de l'humanité en général, et pour les pays pauvres et les groupes défavorisés économiquement en particulier, eux qui subissent souvent de façon disproportionnée les conséquences de la dégradation de l'environnement, les riches délocalisant de plus en plus leurs industries polluantes et expédiant de milliards de tonnes de déchets toxiques dans les pays en développement. La première conférence des Nations Unies sur l'environnement, tenue à Stockholm en 1972,
symbolise depuis l'éveil de la conscience écologique partout dans le monde. La voie à l'éthique de l'environnement était alors ouverte. 1.2.2 Définition et caractéristiques de l'éthique de l'environnement. L'éthique de l'environnement présente plusieurs caractéristiques qui méritent notre attention. Tout d'abord, elle élargit le concept d'éthique. L'éthique traditionnelle concerne surtout les devoirs humains et plus particulièrement, les devoirs entre contemporains. L'éthique de l'environnement étend le champ des préoccupations éthiques au-delà de la communauté et de la nation, pour y inclure non seulement toutes les populations du monde, mais aussi les animaux et l'ensemble de la nature, la biosphère, à la fois aujourd'hui et dans un long avenir qui inclut les générations futures. MUKENDJIMBANDAKULU l'appelle l'éthique environnementale, ou l'écoéthique. Elle est plurielle. Plusieurs idées et points de vue n'ont cessé de s'affronter dans ce domaine dès son apparition vers les années 1990. L'anthropocentrisme, privilège des intérêts de l'être humain à l'exclusion ou au détriment de ceux d'autres espèces. Le biocentrisme, considère que toutes les formes de vie sont des patients moraux, des entités auxquelles nous devons accorder de l'importance, et l'écocentrisme, considère que l'homme doit se préoccuper du bien-être de tous les organes vivants, offrent tous des justifications qui leur sont spécifiques et en un certain sens raisonnables concernant la protection de l'environnement. Leurs approches diffèrent, mais leurs buts demeurent plus ou moins les mêmes et ont abouti au consensus suivant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.